Ok, donc comme on l'a dit en introduction, donc là on va faire un peu 3 focus. Moi ce que j'aimerais dire d'emblée, c'est que chaque méthode, forcément, elle est sélective, elle ne voit qu'une partie des choses. Donc on va éclairer chacun à notre tour. Bruno l'a fait avant, en focalisant notamment sur la partie structure de l'aquifère et sur les volumes et les débits de l'eau. Donc moi je vais apporter au contraire une image qui vient d'une mesure de soluté. Et ces solutés, ce sont les gaz qui sont dissous à l'intérieur de l'eau. Donc c'est un outil un petit peu particulier. Donc forcément qui voit lui-même certaines choses. Non, je lui fais pas. Il est parti ou pas ? Voilà. Alors, juste quelques mots sur la méthode. Donc, c'est une méthode qui a été inventée dans les années 80 aux États-Unis et qu'on a adaptée dans notre laboratoire. Donc, l'ensemble des résultats que je vais présenter sont des résultats qui ont été menés au sein de l'Observatoire de Rennes, donc qui est une structure université Rennes et CNRS, avec des collaborations, des projets en partenariat avec le BRGM, avec l'INRA Agrocampus, entre autres. Donc, on l'a développé notamment entre 2000 et 2005 à travers, au départ, un projet comprenant une thèse qui avait été menée en parallèle entre l'Observatoire et le BRGM. Donc globalement, ces travaux, ça a permis au sein du laboratoire donc le développement de l'analyse des gaz dissous dans les eaux. Donc ça, un des résultats, ce sont les datations que je vais présenter, mais il y en a d'autres dont je parlerai pas du tout. Donc c'est des choses qu'on a appliquées dans pas mal d'endroits, en Bretagne, mais également ailleurs dans le monde. Ça a abouti à la création donc d'une structure dédiée à l'analyse, donc à la datation des eaux entre 2009 et 2011, et une structure qui a été intégrée maintenant à l'intérieur de l'université sous forme d'une plateforme qui est donc ouverte à l'extérieur et qui peut faire des travaux pour l'extérieur, privé ou public. Donc le principe, pour faire simple, c'est le suivant. Donc au départ, on a la pluie qui va arriver. Elle va séjourner dans le sol où elle va s'équilibrer avec l'atmosphère du sol. C'est un simple équilibre chimique. N'importe quel composé gazeux, il a une part qui est dissoute et une part qui est atmosphérique. Ça dépend uniquement du gaz en lui-même et de la température. Et une fois que l'eau recharge la nappe, elle a donc une certaine concentration en gaz qui est directement fonction de la concentration de l'atmosphère. Et dans la nappe, comme la pression est toujours supérieure à la pression atmosphérique, eh bien elle va conserver cette concentration, elle est plus en contact avec l'atmosphère, elle est plus en contact avec ces gaz, donc elle va garder en quelque sorte une mémoire du temps où elle s'est équilibrée et donc de l'atmosphère qu'elle a connue, un petit peu comme dans les études du climat où on va faire des carottes de glace et où on va rechercher des traces de l'atmosphère antérieure. Donc, elle conserve cette mémoire si tout va bien, s'il n'y a pas de dégradation, etc. Et donc, l'eau, quand elle va circuler, va véhiculer cette mémoire de l'atmosphère de la recharge. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a un point d'entrée sur cette nappe, on va échantillonner, on va faire un prélèvement, et ce prélèvement, on va être capable de mesurer la concentration donc de gaz atmosphérique dissous dans l'eau, dans notre prélèvement, et du coup recalculer quelle était la concentration atmosphérique équivalente avec laquelle cet échantillon d'eau s'est équilibré. Et une fois qu'on a une concentration atmosphérique, vous avez à droite les évolutions de ces gaz dans l'atmosphère, c'est des gaz anthropiques, donc produits par les activités humaines. Il n'y en avait pas dans l'atmosphère avant les années 50. La concentration a augmenté jusqu'au début des années 90 et depuis diminue, au moins pour certains d'entre eux. Et donc ces chroniques-là sont assez bien connues.
Donc on a pris un échantillon d'eau, on mesure sa concentration, on calcule une concentration atmosphérique à l'équilibre avec cet échantillon, et du coup, on va donc être capable, à partir de cette concentration atmosphérique équivalente, de retrouver une date qui correspond à l'année où l'atmosphère avait la concentration équivalente à celle qu'on a retrouvée dans l'eau. Donc ça nous permet de déterminer une date de recharge, de dire, l'eau qui est dans notre échantillon, elle s'est rechargée en 1992. Alors, ça, c'est le principe de la méthode. Évidemment, dans la réalité, il y a un certain nombre de choses qui se passent. On mesure des solutés. Donc, ces solutés peuvent être éventuellement dégradées dans le milieu. Certains peuvent être également produits naturellement par les roches. Mais bon, ça encore, je dirais qu'on arrive à s'en affranchir. Surtout, vous avez vu que sur le schéma précédent, ce que j'ai présenté, c'est une seule ligne de courant. Et donc le fait de dire cette eau, elle s'est rechargée en 1991, ça marche si on a vraiment une seule ligne, un seul tube qu'on vient échantillonner à un moment donné dans le bassin versant. Évidemment, dans la pratique, c'est pas le cas. L'eau, elle va passer par tout un tas de chemins, elle va se mélanger, elle va échanger avec de l'eau qui est contenue dans le milieu et qui a un temps de renouvellement beaucoup plus lent, etc. Donc du coup, on parle d'âge apparent, c'est-à-dire c'est l'âge qu'on arrive à déterminer si on imagine que c'est un système piston. Alors, au fur et à mesure qu'on a travaillé, au début, effectivement, les scientifiques avaient tendance à donner directement un âge. Maintenant, on fait de plus en plus attention et on essaie, plutôt que de donner vraiment un âge, un temps de résidence, d'essayer d'avoir plusieurs mesures à l'intérieur d'un bassin versant et de regarder la distribution des concentrations en gaz pour avoir une distribution des temps et derrière d'essayer de trouver quel est le modèle hydrogéologique qui permet d'expliquer cette distribution des concentrations à l'intérieur du bassin. Alors voilà, pour le principe. Donc je vais juste donner 3 exemples, et pour répondre à une des questions de tout à l'heure, je vais partir de l'échelle régionale, et puis pour aller vers des bassins versants de plus en plus petits. Le premier exemple, c'est un travail qu'on a mené donc à l'échelle du massif armoricain, où on a fait un certain nombre de mesures, et là on a appliqué le principe où on essayait de ne pas avoir juste une mesure par bassin versant, mais d'en avoir plusieurs, et de regarder non pas la valeur moyenne du bassin versant, mais plutôt la répartition en fonction de la profondeur. Et pour pouvoir comparer les différents bassins versants, on n'a pas pris la profondeur absolue depuis le sol, mais la profondeur par rapport à la limite entre la zone altérée et la zone saine qui est en dessous, pour pouvoir tout recaler à peu près sur cette même élément commun à tous les bassins versants. Et quand on fait ça, globalement, vous voyez que on a des points qui montrent une certaine variabilité. Là, c'est tous les bassins versants confondus, il y en a une douzaine à peu près. Néanmoins, on voit que on a quand même certaines tendances qui se dégagent. Tout d'abord que dans les zones de battement de nappe, c'est vraiment l'endroit où on a des âges très proches de l'actuel. Dans la zone altérée, on a une certaine progression avec la profondeur, ce qui est assez logique, avec des vitesses, vous voyez, de l'ordre de 0,8 à 1,2 mètres par an. Et puis dans la partie plus profonde, la partie roche saine, où l'eau circule plutôt dans les fractures, on a une vitesse qui est de l'ordre de 1,5 à 3 mètres par an à peu près, et un espèce d'âge moyen qui serait de l'ordre de 30 plus ou moins 10 pour la zone qu'on a explorée, alors que l'âge moyen était plutôt de 12 plus ou moins 5 dans la partie altérite. Donc voilà, ça c'est un premier résultat global. Juste pour moi, le point important, c'est bien de dire qu'il y a une relation avec la profondeur, et d'avoir juste une valeur moyenne sur l'ensemble d'une couche. Bon, c'est sans doute une simplification. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se détache. Et juste dernière chose,
on a aussi fait des mesures dans des zones où il y avait un captage, et ce qu'on voit, c'est que les temps s'accélèrent du fait de la présence du captage. Le deuxième travail qu'on a mené, c'est à l'échelle du bassin versant de la Vilaine, donc qui est quand même quelque chose d'assez grand, où on a essayé de regarder en quoi cet outil nous permettait de préciser justement les relations entre les différents compartiments et l'eau qui est véhiculée par la rivière. Donc ici, vous avez l'évolution donc des concentrations en nitrate à l'exutoire de la Vilaine. Et ce qu'on voit bien, hein, c'est les deux périodes, jusque dans les années 90, l'augmentation à la fois de la valeur moyenne que vous avez en bleu et des cycles annuels que vous avez en gris. Et puis la deuxième période, à partir de 90, où on voit une relative stabilisation de la moyenne, voire une certaine décroissance. Et sur cette courbe, j'ai mis également les concentrations maximales, qui sont les concentrations hivernales, en rouge, et les concentrations estivales, qui sont beaucoup plus faibles, en vert, et qui montrent une dynamique beaucoup plus lente, hein, et dont on ne sait pas encore actuellement si elle est vraiment stabilisée depuis les années 90 ou si ça continue à augmenter doucement. Alors, toujours à partir des mesures qu'on a faites depuis une dizaine d'années sur l'ensemble du massif armoricain, on a pu reconstruire, avec l'hypothèse hein, d'un transfert piston, qui vaut ce qu'elle vaut, on a pu reconstruire quelles étaient les concentrations en fonction de ce temps de recharge, et donc du coup reconstruire une espèce de chronique des concentrations en nitrate telles que la nappe les a vues arriver en dessous du sol au moment de la recharge. Et ce qu'on voit, c'est que on a grosso modo avant les années 70 des valeurs extrêmement basses, puis ça augmente jusqu'au début des années 90 et depuis ça diminue. Alors ce qui est assez rassurant, c'est que quand on compare cette courbe avec les valeurs maximales que je viens de vous montrer sur la Vilaine, eh ben en fait on a deux courbes qui quasiment se superposent, hein, avec un léger décalage de quelques années, hein, et une valeur maximale qui est un petit peu différente. Néanmoins la dynamique est la même. Donc c'est assez rassurant puisque c'est deux choses qui sont obtenues de façon complètement différente. Et là, je ne vais pas présenter du tout la façon dont on y est arrivé, mais grosso modo, à partir de cette recharge, de cette reconstitution de la chronique, hein, ce qu'on a fait, c'est calculer la dynamique de chacun de ces compartiments et ensuite se dire, ben voilà, si on mélange ces différents compartiments, quelle va être leur contribution, qui permet d'expliquer à la fois les valeurs maximales, donc avec des vitesses assez rapides, et les valeurs estivales qui sont, elles, avec une dynamique beaucoup plus lente. Et pour faire simple, le résultat majeur que ça nous montre derrière, c'est que pour obtenir donc ces valeurs mesurées au niveau de la Vilaine, eh ben, en hiver, donc ces valeurs rouges maximales, il faut une part importante de transfert à temps très court, hein, c'est-à-dire vraiment la recharge, celle qui passe par les systèmes, hein, du sol, de la zone de battement de la nappe, etc. C'est-à-dire à quelques années, c'est de l'ordre de 60%, pour donner un chiffre, de la part de l'écoulement total. Inversement, en été, ben là il y a une part relativement importante, avec une forte incertitude, hein, de 30 à 60%, de transfert à temps long, c'est-à-dire supérieur à 30 ans. Et ça s'explique simplement par le fait que, comme on voit que quand même la chronique de recharge, elle est assez rapide, elle montre une augmentation assez rapide, et qu'on voit au contraire en été quelque chose qui va augmenter très lentement, eh ben, il faut, entre guillemets, diluer par un compartiment avec des concentrations très faibles. Voilà. Alors, encore une fois, là, c'est juste une modélisation avec des réservoirs qui ne prendra pas en compte des phénomènes comme, par exemple, la dénitrification à l'intérieur de la rivière, qui sans doute doit exagérer ces pourcentages de 30 à 60% du compartiment profond. Mais bon, ça donne déjà un premier ordre de grandeur. Et dernier exemple, je passe sur un bassin versant beaucoup plus petit, dont Patrick présentera une autre modélisation.
Donc c'est l'observatoire donc des sous-bassins versants de Quérien et Kerbernèse en Bretagne Sud, où là à nouveau on a utilisé donc la mesure des concentrations en gaz dissous pour recalculer des temps de résidence. Et là on a travaillé avec des collègues parisiens qui utilisent une méthode qui est quasiment plus noble, parce que on utilise la décroissance radioactive du tritium dans les eaux. Ce qui a surtout un avantage, c'est que là, on mesure vraiment la molécule d'eau en elle-même, et non pas des solutés transportées par l'eau. Donc on arrive à recouvrir un petit peu la différence entre le transfert de solutés, que sont les gaz, et le transfert de l'eau. Donc ce qu'on voit, c'est que les méthodes sont relativement cohérentes. Et donc ce qu'on a ici, c'est la profondeur. On va donc de 4 mètres, qui est la zone de battement de la nappe, jusqu'à 22 mètres de profondeur. Et en haut, donc, ce sont les temps en années. Grosso modo, on a des valeurs qui sont autour de 0, hein, à peu près actuelles, et puis on voit que ça augmente avec la profondeur, et on arrive jusqu'à des valeurs d'une vingtaine d'années. Et ce qu'on voit, c'est que la méthode donc tritium-hélium est à peu près cohérente en surface, et en profondeur donne des valeurs qui sont un peu moins importantes. Mais voilà. Probablement que cette méthode, encore une fois, elle mesure sans doute plus le transfert de l'eau. Et en plus, c'est une méthode qui va pas voir un éventuel mélange avec des eaux qui sont plus anciennes. Voilà. Mais globalement, vous voyez que la vitesse est de l'ordre de 1,5 mètre par an. Donc, ce qui est cohérent avec aussi ce qu'on a mesuré de façon un peu globale à l'échelle de la Bretagne. Et juste pour terminer, sur ce même bassin versant, je voudrais juste insister sur l'image qu'on observe justement de cette transition entre la zone de battement et puis de la nappe, et puis la partie qui est juste en dessous. Alors, ce que je vous présente là, c'est une chronique temporelle de temps de résidence qu'on a pu mesurer à différentes profondeurs, puisqu'on dispose sur cet observatoire de piézomètres, dont certains sont à 4, 6 mètres de profondeur, 8, 10 mètres, 15 mètres et 20 mètres de profondeur. Donc on a des flûtes de Pan qui permettent vraiment d'essayer de voir l'étagement des processus. Donc ce qu'on a sur la gauche, c'est pas la profondeur, c'est le temps de résidence. Et donc en fait, ce qu'on regarde, c'est un niveau donné, l'évolution de ce temps de résidence en fonction du temps. Sachant que la ligne grise verticale sépare deux périodes dans lesquelles ce que l'on a ici en dessous, cette fois-ci en fonction de la profondeur, c'est le niveau piézométrique. Ça sépare une période relativement sèche, hein, qui a duré sur quelques années, d'une reprise très forte en 2007 des écoulements, et donc une période plus humide. Donc ce qu'on voit, c'est une fluctuation de l'ordre pluriannuel, on va dire. Donc, il me reste 2 minutes, c'est bon. D'après moi, il me reste 2 minutes aussi par rapport aux 20 minutes qui m'étaient... C'est par rapport au temps global de la matinée que je oui. Donc là, c'est la zone de battement de la nappe. Donc ce qu'on voit, c'est que dans cette zone de battement de la nappe, on a globalement des temps de résidence qui sont de l'ordre de l'année. Hein, vous voyez, on est autour de 0. Après. Si on se met en dessous, donc là on est dans les piézomètres qui mesurent la nappe à une profondeur de 10 mètres. On observe la même chose, et notamment ce qu'on observe, hein, c'est cohérent avec l'étude qu'a présentée Bruno tout à l'heure, c'est que plus on a des niveaux bas, plus on va avoir des âges qui vont être importants. Et puis on observe vraiment une variation très brusque en 2007, où on a tout d'un coup une remise un petit peu à zéro du système, puis à nouveau des choses qui diminuent doucement. Et dès qu'on se met à 15-20 mètres de profondeur, eh bien vous voyez qu'on a des temps qui effectivement sont de l'ordre de 15 à 20 ans, ce qui fait qu'en fait
On aurait pu intervertir la profondeur et l'âge. Si j'avais fait l'âge en fonction de la profondeur, en fait, j'aurais eu quasiment le même schéma. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que là, on a un système qui est beaucoup plus stable. Donc, on observe quelques mètres sous la zone de battement de la nappe, un système qui, certes, enregistre quand même des variations, mais de manière extrêmement lissée par rapport à des fluctuations assez importantes en surface donc de la nappe, ce qui met en évidence une certaine complexité du système, notamment les échanges entre un compartiment mobile et un compartiment immobile, sur lequel, je pense, Patrick reviendra également dans la modélisation, et l'importance des transferts subhorizontaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, pour conclure, donc, ces traceurs sont des traceurs intéressants puisqu'ils nous donnent des marqueurs temporels. Le message que je pourrais dire, c'est que il faut les utiliser sans restriction, parce que plus on a de données et plus c'est intéressant, et avoir un point de mesure sur un bassin versant, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais en revanche, avec précaution, parce qu'il y a un certain nombre d'hypothèses derrière. Et globalement, ça a permis de mieux appréhender à la fois le temps de résidence, la compartimentation telle que je viens de vous la montrer, et les mécanismes, notamment les échanges mobiles-immobiles que je viens de montrer juste à l'instant. Et juste, je voudrais noter que globalement, avec les temps que j'ai présentés, sont plus courts que ceux qu'a présenté Bruno tout à l'heure, plus courts que ceux que, au moins une partie de certains que va présenter Patrick tout à l'heure, plus long, pardon, excusez-moi. Et alors, à la fois, il y a une version positive. Moi, je vais défendre ma boutique. Je veux dire, c'est parce que on voit des choses que les autres ne voient pas, notamment une partie des échanges dans le sol, etc., puisqu'on mesure directement des solutés. Deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est que sans doute on voit davantage le compartiment profond qui est relativement simplifié dans une partie des modèles. Donc ça, c'est la version positive. Je vais faire les critiques moi-même. Mes collègues pourront dire, oui, mais en fait, les CFC, c'est merdeux, ça s'accroche partout, c'est absorbé, c'est bouffé par les bactéries. Donc il y a toute une réactivité qui peut diminuer les concentrations et faire apparaître des temps un peu plus longs qu'ils ne le sont réellement. Donc voilà, je pense qu'il y a des fois où c'est vrai, et d'autres fois où effectivement c'est ces choses-là qu'on voit. On voit des choses légèrement différentes, mais je voudrais juste insister aussi sur une dernière chose, c'est que même s'il y a une certaine différence, il n'y a pas 3 ordres de grandeur. Il y a peut-être un facteur 2, voire un facteur 1,5, ce qui veut donc dire que globalement, aujourd'hui, après un certain nombre de dizaines d'années d'études, et puis où on s'est focalisé sur ces questions-là, on en sait aujourd'hui quand même beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années, et on arrive à avoir des réponses qui sont nettement plus précises, même si on a encore des incertitudes. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui, Gwened. Sur le graphique où il y a les concentrations moyennes de nitrate dans les eaux de recharge, est-ce qu'il aurait été possible de comparer les apports azotés depuis les années 60 sur le bassin de la Vilaine par rapport aux achats d'engrais et puis des... Oui, tout à fait. Alors c'est un travail qu'on a fait. J'ai pas mis la courbe là puisque le temps était limité. Mais ça c'est un travail qui est publié, donc dans lequel notamment on a reconstruit les apports azotés à la fois organiques et minéraux. Et ce qu'on voit, c'est que cette courbe, effectivement, elle suit de façon assez fidèle l'ensemble des apports. Alors, et ce qui est assez intéressant, c'est que elle est notamment très proche des apports d'azote minéral. L'azote organique, on a déjà un cheptel qui est assez important, en fait, avant les années 50, avant l'intensification. Et donc après, en fait, c'est un peu concomitant. On a à la fois de l'azote organique et de l'azote minéral qui augmente, puis qui diminue, notamment l'azote minéral, après les années 80.